Bonjour, mesdames et messieurs. Au début du mois de février 2024, le Parlement fédéral a approuvé une nouvelle loi relative à la vente d'animaux. Il ne s'agit pas d'une loi entièrement nouvelle, mais d'un certain nombre d'amendements à l'ancien Code civil concernant la vente d'animaux aux consommateurs. Le roi n'a plus qu'à apposer sa signature et le texte sera publié au journal officiel. Dans cette présentation, basée sur les textes, je voudrais vous donner un aperçu des amendements qui sont importants pour les éleveurs de chiens et de chats. Vous verrez qu'il ne s'agit pas d'un texte de loi complet, mais qu'il est constamment question d'ajout ou de remplacement à la loi existante sur les consommateurs. J'ai lu cette loi et je vais vous donner mon avis sur certains points. Bien sûr, vous savez aussi que lorsque des affaires sont portées devant un tribunal, les lois sont parfois interprétées de différentes manières. Mais il est important pour vous, en tant qu'éleveur, d'avoir une idée de ce que signifie réellement la nouvelle loi. La première question à se poser est de savoir à qui s'applique cette loi. Le champ d'application est uniquement dans le cas d'un contrat de vente entre un consommateur, c'est-à-dire une personne physique qui achète un animal à des fins privées et un vendeur professionnel, c'est-à-dire un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle. On me demande souvent quand quelqu'un est un vendeur professionnel. Il n'est pas facile de répondre à cette question. Il faut tenir compte de nombreux critères tels que la régularité, l'organisation, le but lucratif et le nombre d'animaux nés. Ainsi, toute personne disposant d'un numéro de TVA peut être considérée comme un vendeur professionnel, mais ce n'est pas une obligation en soi. Il se peut donc que le juge décide qu'une personne qui n'est qu'un éleveur occasionnel, mais qui élève 2 portées par an pendant plusieurs années consécutives, est tout de même considéré comme un vendeur professionnel. Il convient donc d'être prudent avant de décider si l'on est professionnel ou non. Dans un premier article, on a ajouté quelques définitions, notamment celle de ce qu'est un animal. Ainsi, un animal est un organisme vivant multicellulaire capable de se déplacer et de réagir à son environnement par le moyen de ses sens. Il n'est pas destiné à la consommation humaine, de sorte que les animaux destinés à la production de viande par exemple, ne sont pas couverts par cette loi. Guérison, lorsque le mot guérison apparaît dans le texte juridique, il s'agit d'une forme de rétablissement qui nécessite l'intervention d'un vétérinaire. Donc les chiens et les chats sont clairement concernés par ces termes. Commençons par l'article 3. Si le bien de consommation est un animal, il doit être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des animaux de la même espèce. Ainsi, si vous achetez un lapin, vous ne pouvez pas dire que ce lapin est destiné à la promenade. Mais si vous achetez un chien et qu'il ne peut pas se promener parce qu'il présente une anomalie, l'animal n'est pas apte ou adapté à l'usage pour lequel un chien est apte. Veuillez indiquer clairement dans votre contrat de vente à quoi ce chien ou ce chat est destiné. Il vaut mieux écrire qu'il sert d'animal de compagnie, car si vous indiquez dans le contrat que cet animal peut être utilisé, par exemple pour des expositions et qu'il apparaît par la suite que ce n'est pas le cas, vous avez un gros problème. Lorsqu'on vend un appareil, le vendeur doit toujours ajouter un livret d'instructions. Un animal doit également être accompagné d'instructions concernant les vaccinations, l'espace de vie, l'alimentation, les soins à apporter à l'animal, etc. C'est très important. J'y reviendrai plus tard. Il est très important que vous ajoutiez les instructions nécessaires à votre contrat de vente afin que l'acheteur ne puisse pas dire plus tard qu'il ne savait de rien. Le paragraphe suivant est complété par les mots suivants. Ou, si le bien de consommation est un animal, présentez les qualités et d'autres caractéristiques, en ce compris l'absence de maladies infectieuses, par exemple le virus parvo, et de malformations congénitales et, le cas échéant, la présence des vaccinations requises par la loi ou en vertu de celle-ci, qui sont normales pour des animaux de même espèce et auxquels le consommateur peut raisonnablement s'attendre eu égard à l'âge, le sexe, la race et l'origine de l'animal. Dans l'exposé des motifs on peut lire que l'article 1649 ter. 7 de l'ancien Code civil reste pleinement applicable de sorte que le vendeur peut vendre un animal présentant une anomalie connue, par exemple, eczéma d'été chez un cheval, absence externe d'un ou des 2 testicules, cryptorchidie, hernie ombilicale, œil de cerise chez un chien, sans que cela n'affecte la responsabilité du vendeur. Il faut alors que le consommateur ait expressément et distinctement consenti à l'écart en question, après en avoir été expressément informé. L'exigence d'une acceptation expresse et distincte par le consommateur implique que l'écart ne peut être mentionné avec d'autres caractéristiques de l'animal.
Il est donc préférable de faire diagnostiquer ces anomalies par votre vétérinaire et de donner à l'acheteur des explications suffisantes sur ces anomalies et de lui faire signer son accord. Dans l'exposé des motifs, on peut également lire que certaines affections sous-jacentes, comme le fait d'être porteur asymptomatique de pathogènes opportunistes, ne doivent pas nécessairement être considérées comme un défaut de conformité. En effet, la présence de certains agents pathogènes opportunistes est presque la norme chez les animaux vivants, mais la maladie qu'ils provoquent ne se manifeste que dans certaines conditions, par exemple, mauvaise nutrition et stress. Dans le point suivant, nous lisons que tout défaut résultant d'instructions incorrectes, fournies par le vendeur, concernant les éventuelles vaccinations ultérieures, l'espace de vie, l'alimentation et les soins de l'animal est réputé être un défaut de conformité. Rappelez-vous que j'ai dit, dans le cadre de la compréhension, à quel point une instruction correcte est importante, parce qu'une instruction incorrecte peut donner lieu à des problèmes de conformité. Veillez également à ce que les instructions soient complètes. Il ne s'agit donc pas d'un texte court contenant quelques phrases d'explication sur l'alimentation. Faites également signer à l'acheteur qu'il a reçu ces instructions. Dans le point suivant, il y a un élément relatif à la durée de la garantie. Le texte est le suivant: toutefois, ce délai est d'1 an, si le bien de consommation est un animal, sauf si le vendeur, le cas échéant, n'a pas respecté les conditions de reconnaissance, d'autorisation, de quarantaine ou d'élevage requises par ou en vertu de la loi. Une remarque: la présomption que le défaut était présent au moment de la vente était de 6 mois et devient maintenant 1 an. Pour plus de clarté, nous regardons l'exposé des motifs, où l'on peut lire, désormais, pendant toute la période de garantie, le consommateur n'a pas à prouver qu'un défaut de conformité existait déjà au moment de la livraison de l'animal. Comme pour les biens de consommation ordinaires, cette présomption d'antériorité est réfragable. Le vendeur n'est pas responsable s'il peut prouver que le défaut n'existait pas à la livraison ou qu'il n'est apparu que plus tard, par exemple, en raison d'une vaccination intempestive due à l'acheteur. En outre, comme dans le cas des biens de consommation ordinaires, la présomption ne s'applique pas si elle est incompatible avec la nature du défaut, par exemple, la maladie se manifeste 1 mois après la livraison, alors que la période d'incubation de la maladie en question est d'1 semaine, un animal meurt longtemps après sa durée de vie moyenne estimée. Comme vous pouvez le constater, de profonds changements sont intervenus en ce qui concerne la période de garantie. Dans un paragraphe suivant, nous lisons: le consommateur doit, si le bien de consommation est un animal, notifier sans délai le défaut de conformité au vendeur, dès que ce défaut s'est manifesté de manière suffisamment évidente. Il arrive souvent que l'acheteur se rende chez son vétérinaire, qu'il engage toutes sortes de frais et que ce n'est qu'ensuite qu'il informe le vendeur et lui envoie la facture avec les frais. Cela n'est donc plus possible. Si l'acheteur n'informe pas immédiatement le vendeur, il n'est pas question de garantie. L'article 5 est un article très important, nous y lisons notamment: sans préjudice de l'alinéa 2, si le bien de consommation est un animal, le vendeur n'est pas responsable de l'aggravation du dommage résultant du fait que le consommateur a omis d'informer sans délai le vendeur du défaut de conformité, après que le défaut se soit manifesté d'une manière suffisamment évidente ou a omis de mettre l'animal à la disposition du vendeur aussi vite que possible ou de consulter un vétérinaire de son choix, lorsqu'une intervention immédiate d'un vétérinaire était manifestement nécessaire pour la santé de l'animal. Ainsi, ce n'est qu'en cas de consultation vétérinaire très urgente que l'acheteur peut faire appel à un vétérinaire de son choix. Il doit toutefois en informer immédiatement le vendeur. Le point suivant est également très important pour le vendeur. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le vendeur peut refuser la réparation à titre de recours si celle-ci est manifestement contraire à la santé de l'animal. Une première clarification provenant de l'exposé des motifs se lit comme suit. Lorsque la réparation est refusée comme recours par le vendeur parce qu'elle est manifestement contraire à la santé de l'animal, la décision d'y procéder doit, le cas échéant, être prise par le ou les vétérinaires concernés dans le respect du code de déontologie des vétérinaires. En conséquence, le consommateur n'a alors comme recours que le remplacement, la réduction du prix, tout en gardant l'animal, ou la résolution, restitution de l'animal et remboursement du prix d'achat. Une deuxième phrase clé de l'exposé des motifs est la suivante. Il est essentiel que le vendeur ait d'abord la possibilité de rendre l'animal conforme au contrat. Cela a également été confirmé par la Cour de cassation en 2020.
Le consommateur qui s'adresse immédiatement à son propre vétérinaire, sans avoir obtenu l'accord préalable du vendeur, perd en principe ses droits. Un point ultérieur concerne la réparation ou le remplacement. Point 1. Toute réparation ou tout remplacement est effectué sans frais, étant entendu que, le cas échéant, le coût supporté par le vendeur en vue de la guérison de l'animal ne peut pas dépasser 3 fois le montant sur la tranche du prix d'achat de l'animal comprise entre 0 et 500 €, 2 fois le montant sur la tranche du prix d'achat de l'animal comprise entre 5 cents et 1500 €, cents % sur la tranche du prix d'achat de l'animal qui excède 1500 €. Un exemple, un animal vendu pour 1700 €. Indemnité maximale pour la guérison est calculée comme suit. 500 x 3 égale 1500 €, 1000 x 2 égale 2000 €, 200 x 1 égale 200 €. Ce qui donne un montant total maximum de 3700 €. Outre le fait que la réparation doit être gratuite, bien entendu avec des plafonds, il y a encore quelques conditions supplémentaires pour la réparation ou le remplacement. Toute réparation ou tout remplacement est effectué, dans un délai raisonnable à partir du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité, étant entendu que le vendeur doit, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires en vue de la guérison de l'animal aussi vite que possible, et sans inconvénient majeur pour le consommateur ou l'animal. Ensuite, le vendeur informe le consommateur de l'existence de la limitation visée à l'alinéa 2, 1, tant dans le contrat que lors de l'exercice du droit à la réparation de l'animal. La limitation visée à l'alinéa 2, 1, ne s'applique pas si le vendeur était de mauvaise foi, ou le cas échéant, n'a pas respecté les conditions de reconnaissance, d'autorisation, de quarantaine, ou d'élevage requises par ou en vertu de la loi. À moins que l'animal ne soit décédé des suites d'un défaut de conformité, le consommateur met, sans délai, l'animal à la disposition du vendeur pour réparation ou remplacement. Le vendeur reprend l'animal à remplacer à ses frais. Il est important de noter qu'un vendeur perd tous ses droits s'il ne respecte pas toutes ses obligations légales. Sur le passage suivant, les discussions risquent d'être fréquentes. Par dérogation à l'alinéa 5, le consommateur peut, en vue de la guérison de l'animal, consulter un vétérinaire de son choix si l'intervention immédiate de ce vétérinaire est raisonnablement nécessaire pour la santé de l'animal. Le cas échéant, le consommateur a droit à l'indemnisation des frais que le vendeur aurait raisonnablement dû supporter lui-même en vue de la guérison de l'animal si celui-ci avait été mis à sa disposition. Il appartient au vendeur de démontrer, le cas échéant, le caractère déraisonnable des frais réclamés. La limitation et l'exception visées à l'alinéa 2, 1, sont intégralement d'application. Quand une intervention immédiate est-elle raisonnablement nécessaire? Évidemment, le vétérinaire de l'acheteur dira que c'est le cas. Quelques autres points sont clarifiés ici. Le consommateur qui souhaite invoquer l'alinéa 6 démontre de manière plausible qu'une intervention immédiate d'un vétérinaire était raisonnablement nécessaire pour la santé de l'animal. Il informe sans délai le vendeur de l'intervention du vétérinaire. À la demande du vendeur, le consommateur fournit les justificatifs pertinents qui justifient les frais engagés. Il est également important de savoir qu'un remplacement résout automatiquement le contrat de vente existant et crée un nouveau contrat de vente, avec le régime de responsabilité associé tel qu'énoncé dans la présente section. Il est également important de noter que le consommateur n'est pas tenu de restituer l'animal au vendeur si l'animal est décédé des suites d'un défaut de conformité. Maintenant quelque chose à propos de l'autopsie. Si le bien de consommation est un animal, en cas de décès de l'animal des suites d'un défaut de conformité, le vendeur rembourse les frais d'une autopsie indépendante que le consommateur a fait effectuer, pour autant que celle-ci soit nécessaire à la constatation d'un défaut de conformité et qu'elle a effectivement conduit à la constatation d'un défaut de conformité pour lequel le vendeur est responsable en vertu de l'article 1649 quater. Le consommateur qui souhaite invoquer le présent paragraphe informe préalablement le vendeur de son intention de faire pratiquer une autopsie et de l'identité de l'expert indépendant qu'il envisage de charger de l'autopsie. Les contrats relatifs à la vente d'animaux vivants conclus entre un vendeur et un consommateur pendant la période allant du 1er juin 2022 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux articles 1649 bis à 1649 octi de l'ancien Code civil.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Voilà donc un bref aperçu de la nouvelle loi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en plus d'un bon contrat, il faut aussi s'assurer que les acheteurs reçoivent suffisamment d'instructions. Faites-les également signer afin qu'ils ne puissent pas dire plus tard qu'ils ne les ont pas reçus. Veillez également à bien expliquer aux acheteurs ce que signifie cette législation et qu'ils ne peuvent pas se contenter d'aller chez un vétérinaire et d'envoyer les factures par la suite. Expliquez-leur bien qu'ils doivent vous contacter immédiatement s'ils pensent que quelque chose ne va pas avec le chien ou le chat. Nous vous remercions de votre attention.